Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour un nouveau podcast d'ISF. Je suis Elliot, accompagné de Mohamedou aujourd'hui. Bonjour. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir monsieur Éric Bosco. Éric, comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. On va pouvoir notamment repasser à travers votre parcours qui est très riche, notamment votre parcours entrepreneurial, entre autres. Comment est-ce qu'il commence ce parcours dans l'entrepreneuriat après la transition des études? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi vous vous lancez dans différentes aventures? C'est une bonne question. Vous allez voir, mon parcours est un petit peu atypique et il n'était pas prévu. Fait que peut-être, si je vous explique un peu mon parcours, je vais partir d'assez loin. Quand j'étais jeune, j'avais toujours plein de projets, j'avais plein d'idées, j'étais toujours un petit peu rêveur. Et puis, à un moment donné, ma mère, comme j'imagine toutes les mères, m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ma réponse à ce moment-là, c'était inventeur. Je voulais inventer des choses. Alors, elle m'a brisé la triste nouvelle qu'il y a pas ça n'existe pas comme tel, comme métier, inventeur. Mais elle m'a dit, si tu deviens ingénieur, ben, tu vas savoir comment inventer des choses et c'est probablement la chose que tu devrais faire. Fait que ça m'a toujours resté dans la tête, je devrais devenir éventuellement ingénieur. Fait qu'après mon cégep en sciences pures, bien évidemment, j'ai été étudié en génie physique à Polytechnique. Et puis, en même temps que je démarrais mon génie physique, j'ai démarré un laboratoire d'holographie au Collège de Maisonneuve, juste parce que la physique m'intéressait, les lasers m'intéresseraient, la photographie, fait que l'imagerie 3D par laser m'intéressait. Et en même temps, j'ai aussi commencé à travailler à l'IREC sur un réacteur de fusion nucléaire qui était là-bas. Fait qu'encore là, la physique m'intéressait, puis il y avait un laser submillimétrique sur lequel je travaillais, ça m'intéressait aussi. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, j'ai développé une technologie au Collège de Maisonneuve dans mon laboratoire. J'étais en contact avec Daniel Langlois, qui était le fondateur de Softimage, qui venait de vendre sa compagnie quelques années avant. Fait que je l'ai approché pour lui dire, regarde, j'ai développé une technologie, je pense que ça pourrait être intéressant de démarrer une entreprise. Serais-tu intéressé de démarrer l'entreprise avec moi? Fait que, il a dit oui. Fait que là, j'ai développé mon plan d'affaires, j'ai approché des investisseurs, j'ai levé du financement, j'ai démarré la compagnie, on a développé la technologie, on l'a amené au marché, on a éventuellement vendu la compagnie. Et puis, c'est ça. Par la suite, moi, je me suis retrouvé, je ne savais plus trop où aller après. Une fois qu'on a eu une compagnie, est-ce que je me voyais à l'intérieur d'une autre compagnie comme employé? J'avais de la misère avec ce concept-là. Et puis, j'ai vu passer une opportunité de, dans le fond, développer la division québécoise de l'organisation MITAX, que vous connaissez probablement. Mm-hmm. Oui. Donc, une organisation qui fait le pont entre les besoins de la société et puis ce qui se passe en recherche dans les universités, là, toujours avec des étudiants là, qui vont aller travailler dans les entreprises. Alors, fait que je me suis dit, je vais aller faire ça pendant 2 ans, je vais parler au gouvernement, je le faisais déjà. Et puis, je vais aussi parler à des chercheurs, je vais voir des technologies dans les universités. Il y en a sûrement une qui va m'allumer, fait qu'au bout de 2 ans, le bureau québécois va être en place, puis je vais avoir trouvé quelque chose d'intéressant, puis je vais démarrer une autre entreprise. Ça, c'était mon plan d'action à ce moment-là. Et puis finalement, c'était super intéressant à MITAX. Et puis je suis devenu un petit peu l'intrapreneur, donc la personne à l'intérieur de l'organisation qui pensait à revoir qu'est-ce que cette organisation-là ferait, parce qu'à ce moment-là, elle était en transition. Et qu'est-ce qui pourrait être des nouveaux programmes qu'on pourrait offrir. Et puis ça a été tellement le fun que je suis resté là pendant 15 ans. Remontons à 25 ans, Oui. à votre première start-up. Oui. XYZ Imagerie. Peux-tu nous parler de ça? Oui, c'est une compagnie qui s'appelait Imagerie XYZ. XYZ comme étant une coordonnée 3D. OK. Et puis, à ce moment-là, l'holographie se faisait avec des objets physiques. Fait que tu avais un objet, tu prenais un laser, puis tu avais... Juste, pouvez-vous définir l'holographie? Oui, parce que... Fait que l'holographie, c'est une image 3D de quelque chose qui n'est plus là. Fait que tu le vois en 3D. OK.
ben, l'objet comme tel n'est plus là. Fait que tu enregistres dans le fond le front d'onde de l'objet, puis tu le fais avec les propriétés du laser. OK. Fait que normalement, tu as un objet, tu prends ton téléphone, une tasse, quoi que ce soit, et puis tu l'éclaires avec un laser, et tu as un substrat qui permet de venir faire l'enregistrement du front d'onde. Et puis ensuite, tu n'as plus besoin de l'objet. Une fois que tu l'éclaires correctement, tu vas voir l'objet en 3 dimensions. OK. Et puis à ce moment-là, il commençait de faire un petit peu d'expérimentation avec les nouveaux logiciels de 3D qui existaient, dont Softimage, pour voir, bien, plutôt qu'avoir l'objet, est-ce qu'on peut mettre un mécanisme qui va prendre l'information 3D d'un ordinateur et pouvoir le transférer avec l'aide d'un laser sur un substrat pour qu'on puisse avoir l'image de l'objet ou de la scène en 3D sans qu'on ait eu besoin d'avoir un objet. Fait que moi, j'ai développé un système qui permettait ça et j'avais développé aussi une manière de le faire pour que ça puisse être industriel et non pas juste dans un laboratoire. Fait que l'intérêt de la compagnie, c'était de développer un équipement d'impression industriel, grand format, en pleine couleur, avec de l'animation. Fait que c'est ça qu'on a développé. C'est vraiment de la R&D, ça n'existait pas. D'ailleurs, la littérature disait que c'était pas vraiment possible. Ouais. Mais moi, j'y croyais. Fait qu'on a défoncé les murs, on a développé la technologie, puis ça a fonctionné, on l'a amené au marché. Fait que Et c'est devenu un succès. Comment? J'ai dit c'est devenu un succès. Écoute, on est arrivé à un moment donné où il y avait des conflits entre mes investisseurs et puis la solution, ça a été de vendre la compagnie. Fait que moi, je l'ai vendue, je l'ai regardée plus longtemps, c'est sûr. Et puis par la suite, elle a été revendue, puis j'ai pas suivi. Puis il y a comme eu une fenêtre d'opportunité. À ce moment-là, nous, on s'en servait beaucoup pour la publicité point of purchase. C'était pas ce qui m'intéressait. On l'utilisait aussi en imagerie scientifique, mais ce qui payait vraiment, c'était la publicité. Et puis, quelques années après, bien, il existait plein d'autres choses de technologie avec des écrans LCD et autres qui permettaient de faire pas la même chose, mais qui permettaient de prendre ce segment de marché-là pour moins cher. D'un point de vue technologique, oui, c'était un succès. On a réussi à faire quelque chose dont la littérature disait ne fonctionnerait pas. D'un point de vue commercial, je pense que ça aurait pu devenir très intéressant, mais je pense que la vente et la revente, en tout cas, je ne sais pas ce qui est arrivé après, mais le fait qu'on n'en parle pas, j'imagine, faudrait que j'aille voir. OK. Mais donc c'est super intéressant votre parcours, donc entre la recherche, l'entrepreneuriat, dans différents domaines. On sait que vous avez eu beaucoup de succès, les entreprises ont vraiment évolué avec vous. C'est quoi peut-être un peu le lien que vous avez pu faire et comment vous avez pu donc développer cet esprit, tu l'as dit, vous voulez être inventeur de base, et après donc dans l'entrepreneuriat en liant la physique, qu'est-ce qui a fait ces succès? Est-ce que tu as peut-être une idée vraiment de quelque chose en plus qui a permis de faire ça? Bien, dans mon cas, ça a plus été une question de la passion là, qui m'a vraiment mené. Comme j'ai dit, là, j'étais un petit peu, je suis encore, j'ai toujours été un petit peu rêveur, aussi créatif. J'ai toujours été un peu dans les arts, dans la science. C'est pour ça que la physique, moi, m'intéressait. Pour moi, c'est plus que juste la science. Et puis, j'avais pas de plan de carrière, comme vous pouvez le deviner. Là. C'est seulement, j'ai développé quelque chose, j'ai vu une opportunité, je l'ai saisie. Puis c'est un peu ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Ça a toujours été, j'ai vu des opportunités, ça venait me chercher d'un point de vue passion, là, personnel. C'était pas le salaire, c'était pas créer une compagnie qui va me rendre multimillionnaire. Ça a juste été des intérêts personnels qui s'adonnaient à être d'intérêt commercial ou qui avaient un certain besoin. Et puis, j'ai décidé de suivre ça. Là. Fait que j'avais pas un cheminement prévu là, au début. Là, mais avoir de la passion, avoir des intérêts, je pense que c'est ça qui... En tout cas, pour moi, ça a été la formule magique chez nous. Puis je pense que c'est important là, d'aimer ce qu'on fait, puis on le fait pendant longtemps, là, on est mieux d'aimer ça. Puis quand on a une passion pour quelque chose, veut pas, on en mange, c'est pas du travail, et donc on a tendance à être bon dans ce domaine-là ou d'être performant juste parce que ça nous intéresse tellement. Donc vous pensez que vouloir, c'est pouvoir? Oui, tout à fait.
Et c'est cette passion, cette envie aussi de transmettre et d'aider les personnes un peu à développer leur passion qui vous fait rejoindre l'ETS en 2022, avec notamment la fondation donc, de l'Institut Adapté dont on va parler. Est-ce que c'est aussi ça qui vous fait, vous l'avez dit, tu l'as dit, déjà eu des ponts avec le gouvernement et le secteur privé, mais est-ce que c'est ça qui te fait passer la marche de vouloir encore retransmettre? Oui, écoute, c'est une série de choses. Hein. J'avais quitté Mitax. J'étais encore une fois en réflexion de qu'est-ce qui vient après, est-ce que je relance une compagnie ou quoi que ce soit. Et puis chez Mitax, bien évidemment, j'avais été en contact avec l'ensemble des universités à travers le pays. Fait que j'étais super impliqué dans tout ce qui était innovation, développement de talent, aussi tout le côté de maillage. Hein, comme je venais plus du côté privé là, avec mon background en entrepreneuriat, ce que j'ai bien aimé, moi, chez Mitax, pourquoi j'ai resté longtemps, c'est que je voyais qu'il y avait des problèmes au niveau de la société. Je voyais que le Canada était en retard sur d'autres pays par rapport à notre productivité. Je voyais que nos compagnies ne faisaient pas assez de recherche et développement, mais je voyais en même temps que dans le milieu universitaire, on avait énormément de talents, d'équipements, de chercheurs de haut niveau. Fait que j'aimais beaucoup cette idée-là de, il y a les compagnies ou les organismes lucratifs, la société ont des défis. Eh bien, on peut mettre à contribution, dans le fond, le milieu académique pour venir travailler sur ces défis-là, à un endroit où les deux se rejoignent, où il y a de l'innovation et de la recherche. J'avais une passion pour ça. Fait que quand François Gagnon, qui était le DG à l'époque, a vu que j'étais disponible, puis il m'a appelé, puis il m'a dit, regarde, je voudrais que tu te joignes à l'ETS, je voudrais que tu te joignes à la direction, étant donné ton expérience, ton background, mais aussi, en plus, bien, on donne les clés à un start-up, démarrer un institut de recherche sur un enjeu de société pour lequel on est tous confrontés. Là, on est tous affectés par les effets des changements climatiques. Puis, contrairement à mon premier start-up, bien, ça venait avec un salaire, ça venait avec du budget. En recherche, j'ai dit oui, là, c'était pas... Puis l'ETS, écoute, encore là, tu sais, moi, une des choses qui me passionnait, c'était la possibilité de faire cette connexion-là entre les besoins de la société et ce qui est disponible dans le milieu académique. Mais ça fait partie de l'ADN de l'ETS depuis sa fondation. 70% de la recherche à l'ETS est faite avec l'industrie, est faite avec la société. J'ai pas besoin de l'expliquer aux gens ici, c'est le modèle de base. Alors, pour moi, c'était une suite logique là, dans mon parcours. Super. Et pouvez-vous revenir sur votre parcours chez Mitax? Parce qu'avec des chiffres, à votre arrivée, on a vu que c'était 15 employés avec 4 millions de dollars. Grosso modo, oui. Grosso modo. Oui. À votre départ, c'est devenu une organisation de 400 employés. 350, 400 dans ce coin-là, oui. Avec 400 millions de dollars. Exact. Ouais. Pouvez-vous revenir sur ce parcours, ce qui était Mitax avant votre arrivée et ce qu'il est devenu maintenant? Voilà. Oui, puis c'est pas tout grâce à moi, là. On s'entend, là. Oui, fait que moi, je me suis joint à Mitax. À l'époque, c'était un réseau de centres d'excellence, qui est un modèle qui n'existe plus aujourd'hui, là, mais c'était des organisations qui étaient faites pour créer des réseaux académiques à travers le pays sur des thématiques précises pour lesquelles il y avait un enjeu au niveau du Canada. Alors, Mitax, le M, c'est pour les mathématiques. Fait qu'à ce moment-là, le constat était qu'au Canada, on n'utilisait pas assez les mathématiques à l'intérieur des entreprises pour créer des algorithmes performants. On regardait beaucoup le modèle américain, là, ce qui se passait en Californie à l'époque avec Google et compagnie. Puis on se disait, bien, au Canada, il faudrait faire un peu la même chose. Fait que ça, c'était démarré en 99, donc avant mon arrivée. Par contre, ces structures-là ont une durée de vie limitée. Et puis, quand moi, je me suis joint, ils voulaient faire la division québécoise. Alors, moi, j'étais québécois. J'avais travaillé avec le gouvernement. J'avais démarré mon entreprise. J'étais intéressé par l'innovation. Fait que j'étais un bon fit pour démarrer cette division-là. Mais aussi, je faisais partie de la petite équipe qui essayait de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait pour la suite, étant donné que le financement de cet organisme-là arrivait à échéance. Et c'est là où on a commencé à travailler sur ce modèle-là, justement, de voir, écoute, il y a des besoins dans la société. À travers notre réseau, on a des ressources. Dans ce temps-là, c'est en mathématiques spécifiquement. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour jumeler les deux? Et c'est là qu'on a commencé cette transition-là. C'est devenu les différents programmes de Mitax.
Fait que moi, mon rôle là-dedans, à l'origine, c'était pour la division québécoise. Je me suis rapidement devenu très ami avec le fondateur de l'organisation. Fait que on était 3, grosso modo, à s'imaginer le futur ou la suite. Puis avec lui, j'ai commencé à travailler beaucoup sur les représentations au gouvernement. Je suis rapidement devenu le numéro 2 dans l'organisation. À son départ, j'ai pris la relève pour tout ce qui était les relations avec les gouvernements. Fait que je suis devenu responsable de tout ce qui était relations avec les gouvernements fédéraux, les 10 provinces, tout ce qui était développement des affaires. À l'origine, c'est pour ça que j'ai été embauché à Mitax. Fait que tout ce qui était les gens sur le terrain là, qui allaient faire le lien entre les besoins de la société puis le milieu académique. Tout ce qui était marketing, communication, politique publique puis internationale. Fait que oui, à travers ça, avec le temps, puis avec l'équipe que j'avais, là, on s'entend, là, c'est un travail d'équipe là, pour essayer d'aller chercher, entre autres, le financement. Ouais. Fait qu'avec les années, au fédéral, j'ai été chercher environ 1,5 milliard là, pendant ma période. Et puis, provincial, peut-être un 400-450 millions, grosso modo, sur la période. Et puis, c'est ça, quand j'ai quitté, bien, Mitax était rendu au-dessus de 350 employés, entre 350 et 400. Là. Et quand j'ai quitté aussi, bon, c'est ça, le revenu annuel était autour de 400 millions. Et qu'est-ce que ça vous fait de participer à l'essor de Mitax? Bien, j'en suis très fier. Hein. Je pense que Mitax a une super bonne réputation, joue un rôle super important dans l'écosystème d'innovation à travers le pays. J'ai joué un rôle, on était beaucoup, alors mon crédit est assez limité là-dedans, mais c'est sûr que je suis hyper fier de ça. Puis j'ai aussi beaucoup appris. D'ailleurs, quand on parle de l'Institut adapté, moi, ma vision quand je suis arrivé ici, c'était d'essayer de recréer le même genre de structure. Donc, une organisation non lucrative, des gens sur le terrain à travers le pays pour régler cette thématique-là en utilisant les ressources universitaires, mais sur des problèmes de société, un gros défi qu'on vit tous. Oui, c'est ça. Fait que réinventer un peu le modèle de Mitax, mais sur une thématique plutôt que le modèle Mitax, qui est plus sur un modèle... automatiquement, on prend des étudiants stagiaires et puis on les place pour venir régler ces problèmes-là. Fait que c'est ça. Fait que c'était un beau parcours. J'ai bien aimé. Oui, cette expérience, elle a dû vraiment beaucoup apporter aussi à adapter, parce que c'est quand même un institut assez jeune. Vous avez déjà plusieurs dizaines de projets au sein de l'Institut, beaucoup d'élèves boursiers également. Oui. Notamment, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus, il y a votre site web qui est sorti donc, la semaine dernière, je dirais, Oui. Institut Adapté, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Et notre page LinkedIn. Et page LinkedIn également, c'est vrai, beaucoup d'informations. Est-ce que parmi les différents projets qui ont pu commencer, parmi les dizaines de projets, est-ce qu'il y a un projet ou quelques projets en particulier qui t'ont marqué ou que tu as plus particulièrement accompagné toi-même? Oui, c'est une bonne question, ça. Les projets sont tellement variés. On a un projet, un que j'aime bien, puis qui est en développement. C'est avec un pont qu'on connaît tous, le pont Jacques-Cartier. Alors, ce pont-là, c'est un projet qui va être centenaire bientôt, si je me rappelle bien des dates. C'est un pont qui a été hyper bien conçu à l'origine, qui a été aussi très bien maintenu. Alors, c'est un actif là, de très bonne qualité. Il y a encore une durée de vie devant lui, possiblement assez impressionnante. Et la raison que j'en parle, c'est que les paramètres pour lesquels il a été conçu à l'origine ont évolué à cause des changements climatiques. En particulier, il y en a deux en particulier que je connais là, qui l'affectent. L'hydrologie au niveau des piliers n'est pas celle pour laquelle il a été conçu à l'origine. Les niveaux d'eau ne sont plus aussi constants qu'ils l'étaient. Tu as de la grande variation, tu as de la baisse du niveau d'eau dans certaines périodes et tu as surtout des fois des montées de quantité d'eau rapides pour lesquelles ça n'a pas été pris en considération. L'autre, c'est les vents. On connaît des vents violents qu'on n'avait pas à l'époque. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que l'ouvrage est
un peu plus à risque, entre autres au niveau du risque sismique. N'ayez pas peur, là, c'est un bel ouvrage, il est très solide, on peut compter dessus. Mais si on veut pouvoir continuer à compter dessus pendant des décennies, alors qu'il a été conçu pour ça, bien, faut bien comprendre ce qui se passe, puis il faut venir faire quelque chose. Fait que là, on est plus à l'étape de travailler avec les propriétaires, bon, à développer c'est quoi le projet exactement, mais ça va passer, entre autres, par... Ils ont déjà, je pense, une première version d'un jumeau numérique, mais il faudrait le raffiner, il faudrait vraiment être capable de l'amener à un autre niveau. Ils ont commencé à mettre de l'instrumentation, il faut continuer là-dessus, il faut en rajouter. Il faut être capable de vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, bien évidemment, on va venir travailler sur l'ouvrage pour venir le renforcer, pour être capable de le remettre à niveau par rapport à ces risques-là. Et puis, une partie de l'Institut, c'est un institut sur l'adaptation des infrastructures de l'environnement bâti au changement climatique, mais il y a aussi une grande composante sur l'économie circulaire. Fait que, 40 des gaz à effet de serre au Canada viennent de la construction. Si on veut faire un pont plus résilient, c'est pas compliqué là, au niveau de l'ingénierie. Là, on met bien du béton, bien de l'acier, on peut le faire aussi solide qu'on veut. Mais évidemment, nous, on ne veut pas ajouter au problème parce que sinon, la prochaine fois qu'on va travailler sur le pont, il va encore falloir qu'on le rende plus résilient. Alors, fait que c'est là où, éventuellement, une fois l'analyse va être faite, on va venir collectivement travailler sur l'ouvrage. On va vouloir utiliser des solutions qui vont avoir une empreinte carbone la plus basse possible. On va vouloir, si on retire des matériaux, on va vouloir les réutiliser autant que possible. Mais on va vouloir utiliser du béton vert, des nouvelles méthodes de construction pour essayer de limiter l'impact pour que la prochaine fois, on n'arrive pas dans un cercle vicieux où on est toujours en train de faire de plus en plus résilient. Fait que ça, c'est un des exemples, mais il y en a tellement, ils sont tous hyper différents les uns des autres. Je voulais vous demander quel bilan tirez-vous de vos 2 années à la tête de l'Institut Adapté et quelles sont les perspectives de l'Institut? Bien, je suis bien content de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans. On a une 60aine de projets à différents niveaux de développement. Okay. Il y en a pas beaucoup qui ont déjà été terminés. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une autre série aussi où ils sont démarrés. Fait qu'on s'est entendu entre tout le monde. Nous, on est très proactifs à aller voir la société, aller voir les donneurs d'ouvrages, aller voir les propriétaires d'infrastructures, leur parler du fait qu'on pourrait les aider. Et puis là, le cycle de conversation, relation est quand même assez long avant qu'on trouve les chercheurs, on amène tout le monde ensemble, on décide c'est quoi le projet, on trouve le financement. Fait que j'en ai quand même une bonne partie là où c'est démarré, le financement est en place, puis les projets sont en cours. Et la balance, bien, c'est tous des projets là, où on est à l'étape de bien comprendre le besoin, trouver les bons chercheurs, les bonnes équipes, puis monter le projet, puis le financement. Fait que ça, je suis quand même bien content de voir où on est rendu. On a fait des alliances stratégiques en cours de route. On a fait une journée thématique avec l'Union des municipalités du Québec à l'automne dernier, pour laquelle on a au moins une douzaine de projets qui ont démarré. On a une chaire de recherche adaptée UMQ qui a été lancée aussi sur cette thématique-là, donc l'adaptation des municipalités. Hein, sont aux premières loges. On l'a vu cette semaine encore dimanche, de ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Et puis, là, on a une bonne réputation. Alors maintenant, on est rendu que, en étant proactif puis continuer à aller voir les municipalités puis les autres, là, ils commencent à nous appeler eux-mêmes, là, avec, entre autres, le nouveau site, notre page LinkedIn, mais surtout l'événement qu'on a fait, puis le fait qu'on commence à avoir des projets qui avancent avec les municipalités, le mot commence à se propager. Alors maintenant, on est rendu au point où les gens nous appellent. Fait que ça, je suis content de tout ça. Je suis content aussi que, le gouvernement québécois nous supporte financièrement. On a de l'argent des fonds de recherche du Québec qui nous permettent de lancer justement les chaires de recherche ou des appels à projets. On a aussi de l'argent du MEIA qui nous aide avec, entre autres, nos opérations et nos projets aussi. Ce qui fait qu'on est un institut qui a été démarré par l'ETS, qui existe à l'ETS, qui est financé en partie par l'ETS, mais qui n'est pas limité à l'ETS. On se voit comme étant un guichet unique au niveau du Québec. L'ensemble des universités québécoises sont partenaires chez nous.
Nos projets ont souvent une composante d'ingénierie parce que c'est pas mal à la base du problème. On parle d'infrastructure, mais c'est pas toujours juste de l'ingénierie. Hein. Des fois, il y a des questions sociales ou au niveau de la santé. Il y a souvent des questions aussi financières. Là, je veux dire, si je rends mon prochain ouvrage plus résilient, ce qui s'en vient, ça va me coûter plus cher. Mais qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Je vais te sauver sur la maintenance, sur la réparation? Y a-tu des modèles aussi au niveau de l'économie circulaire qui permet de penser, bien, si je le fais d'une manière où on peut peut-être démonter les composantes, les réutiliser, bien, ça va-tu un jour me rapporter qui fait que la facture est plus grosse aujourd'hui, bien, je vais la rentabiliser. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est rare les projets où c'est juste de l'ingénierie, c'est souvent multidisciplinaire et donc, nous, on est une école de génie, fait que c'est le fun d'avoir nos autres universités qui sont avec nous dans ces projets-là. Fait que, juste ça pour dire, ça a été une longue réponse pour dire que je suis pas mal fier de où on est rendu. Puis je pense qu'avec l'équipe qu'on a en place, puis la réputation qui monte, puis ben ça, c'est triste, là, mais avec ce qui se passe, comme dimanche dernier, avec les feux de forêt, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, mais surtout tout ce qui s'en vient dans les années qui s'en viennent, écoute, je pense qu'on n'aura pas le choix d'être de plus en plus actif et d'avoir de plus en plus de succès avec l'Institut, juste à cause que c'est plate, là, mais les choses vont empirer pendant des décennies avant qu'un jour, peut-être, ça s'améliore. Fait que, on a un rôle important à jouer. Le podcast tire à sa fin. OK. Je voudrais vous demander quel conseil donneriez-vous aux jeunes et aux moins jeunes qui nous suivent en ce moment? Bien, écoute, je pense que je vais les mentionner dans notre échange. Je pense que la passion, c'est quelque chose d'important. Premièrement, peu importe ce que vous allez le faire pendant longtemps. Les journées ne sont pas toujours faciles. Si c'est quelque chose qui vous allume, qui vous intéresse, ça fait que c'est plus tellement du travail. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vos intérêts personnels. C'est très bien, ça va vous aider dans votre parcours. Et le fait que ça vous intéresse, que ça fait partie de vos intérêts, que ce n'est pas vu comme étant du travail par vous, fait que vous allez vous donner à fond, que vous allez réussir, que vous allez faire des grandes choses, puis ça va vous ouvrir plein de portes. Puis l'autre chose aussi, c'est, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le repreneuriat en ce moment au Québec, là, qui est quelque chose d'important parce qu'on a plein d'entreprises là, qui cherchent la prochaine génération, mais il y a aussi l'intrapreneuriat. Moi, j'invite les gens à essayer de s'intéresser à toutes ces questions-là et surtout de rester à l'affût d'opportunités. Peu importe votre emploi, vous allez voir passer des choses, vous allez peut-être avoir des idées. Parlez-en à vos collègues, à vos supérieurs. Il y a peut-être justement des opportunités d'être entrepreneur à l'intérieur de vos organisations, de partir des choses parce que vous avez vu une opportunité. C'est comme ça que les compagnies développent des nouveaux produits, des nouveaux services et font une croissance. C'est avec des gens à l'interne là, qui ont des idées puis qui font avancer les choses. Fait que la passion puis une culture d'entrepreneur, si vous avez ça, vous allez avoir du succès. Super. Merci, M. Bosco. Merci. Pour le temps accordé à ISF. On invite encore une fois tout le monde à se rapprocher, d'adapter, à aller voir ce qu'ils font. Beaucoup de projets qui vont venir. Donc merci à tout le monde aussi de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. Merci. Gros merci. Bonne journée.